café, des nénés et des tas de bonnes choses. Bienvenue à tous sur Café et Néné. Bonjour, bonsoir à toi qui écoutes ce podcast. Aujourd'hui, on est réunis pour parler du fait d'avoir des gros nénés, de savoir ce que ça fait d'en avoir, les côtés cool et aussi les côtés sombres. Donc moi, j'avais particulièrement envie d'aborder ce sujet car quand on pense néné, franchement, les images qui nous viennent en premier dans la tête, c'est des gros seins, une taille hyper fine, mais en tout cas, qu'ils soient gros, ronds, en tout cas, ils sont bien saillants et on les voit plus que tout. Donc aujourd'hui, on a la chance de recevoir Anne-Sophie, une jeune femme qui sait en effet ce que savoir des gros nénés. Donc bonjour Anne-Sophie et bienvenue dans le Café Néné. Bonjour et merci. Donc je vais commencer cette petite interview par te poser une question, pas piège mais presque. À ton avis, pourquoi je t'ai conviée à cette émission? Alors, à tout hasard, pour parler de néné. Ouais. Pas trop compliqué celle-là. Ça va. Non, mais est-ce que tu sais plus précisément pourquoi t'es choisi toi et pas quelqu'un d'autre pour parler des gros nénés? Oui, pour parler de réduction mammaire. Exactement. Et oui, bingo. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, mais de façon un peu moins conventionnelle? Et si t'as pas forcément envie de te présenter, je me propose de le faire. Je veux bien que tu me présentes. La solution de facilité. Exactement. Du coup, Anne-Sophie, qui est Anne-Sophie? Qui est cette chère Anne-Sophie? Anne-Sophie, c'est une personne que moi je connais personnellement, mais c'est aussi une jeune femme qui en ce moment est un peu sur les devants de la scène, soyons clairs. Donc, vous voyez, moi par exemple, je vais parler un peu plus de moi, j'ai fait un parcours elle et théâtre, et ensuite je me suis éloignée du théâtre. Et bien Anne-Sophie, c'est un peu mon jumeau opposé, c'est-à-dire que elle était d'abord éloignée du théâtre, puis dernièrement elle s'en est rapprochée assez proche, et on peut même dire que t'as joué dans le dernier clip, j'ai oublié vu que je n'écoute pas sa musique, mais tu peux nous le dire? Luigi, la chanson s'appelle Système. Et franchement, le clip est très très beau. Moi, je l'ai plus regardé pour les images que la musique, mais le clip est vraiment super beau. Du coup, à part ça, qu'aime Anne-Sophie dans la vie? Qu'est-elle? Et ben, pour tout vous dire, c'est une très belle femme. Enfin, à part ça... Non, qu'est-ce qu'elle aime? Je peux dire que t'es assez passionnée de tout ce qui va être Corée, et notamment aussi un peu le Japon. Exactement. Que aller manger un Coréen avec toi, c'est comme traîner sur un abribus et boire une canette d'Oasis. C'est un basique. Pas pour l'Oasis, mais pour le sentiment de traîner et de faire un truc cool. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Quand on était petite, tu étais bac à yellow. Exactement. Et j'étais bac à pink. Bac à pink ou bac à blue? Bah du coup, c'était pas moi blue, j'étais pink, mais je sais, j'ai raté ma vocation, j'aurais dû être... Donc pour ceux, tu peux expliquer ce que c'est bac à pink et bac à yellow? Alors quand on était au collège, on était fan d'un manga qui s'appelle Negima. Exactement. Et il y avait des persos en fait qui avaient fait un petit groupe, je me souviens même plus pourquoi. C'était 5 il me semble. Ouais, elles étaient 5, donc 5 filles, et elles s'appelaient toutes les Baka, une couleur, plus une couleur. Sachant que Baka, en plus de ça, ça veut dire idiot, idiote quoi. Et, ouais. C'est à la fois quelque chose d'attendrissant, enfin c'est un peu comme dire teubé à quelqu'un mais de manière un peu gentille. Ça veut dire quand même t'es con quoi. Ouais. Donc voilà. Mais du coup, ce qui est rigolo, c'est qu'on a gardé ce surnom assez longtemps. Et moi, à savoir que quand je vois ce mot, je pense principalement à Negima et tout, genre à l'époque quoi, genre quand on était hyper kawaii et tout, même si moi personnellement j'ai encore plus emprunté ce chemin vestimentaire plus tard. Pareil, moi aussi je suis à retardement, mais plus dans le choix vestimentaire. Toi, je parlais du théâtre. Enfin bref, du coup, maintenant que je t'ai un peu introduit de manière pas hyper ouf, parce que on ne sait ni ton âge ni d'où tu viens, mais bon, pour vous divulguer quelques informations, Anne-Sophie est originaire de la banlieue parisienne et elle est active sur toute la zone pour les personnes qui recherchent un cachet. Non, je rigole. Plus sérieusement, donc est-ce que tu veux bien dire l'âge ou pas? Oui, j'ai 25 ans. Waouh. Et du coup, voilà, banlieue parisienne, et en plus de ça, des signes distinctifs, hormis qu'avant on avait une poitrine. Sinon, pour vous la décrire physiquement, c'est parti. Œil de biche, grand sourire. Actuellement, franchement, on peut dire un truc, c'est que moi je suis fan de tes cheveux, tu le sais, en ce moment, tu t'es mise au wig. Exactement, j'ai commencé les wigs. Et ça c'est cool. Moi j'ai longuement hésité avant de me faire les cheveux bleus à plutôt porter
porter une wig, histoire de préserver les cheveux, que passer à l'acte. Ah, pour le coup, j'ai fait la totale, parce que là, sous ma wig, là, j'ai plus de cheveux, quoi. Ouais, Donc, t'as quasiment tout rasé. Exactement. Donc si, t'es pas à blanc. Non, je suis pas à blanc, mais j'ai 1 centimètre et demi. Oui, c'est pas énorme, quoi. Ouais. D'ailleurs, tu l'as fait comment? Est-ce que tu l'as fait au sabot ou tu l'as fait... Je suis partie chez un barbershop à Ah ouais Châtelet. Ouais. C'est vrai? Ouais. Ah, j'avais pas pensé à cette solution-là. Bah, en fait, de base, je me coupe les cheveux toute seule, mais là, c'est plus que se couper les cheveux, en fait. Oui, bah c'est quand même faire une vraie coupe en soi et pas faire n'importe quoi non plus. J'ai rasé une fois mon petit frère avec un rasoir. Je peux te dire que... Ah, un vrai rasoir? Un vrai rasoir, il genre m'a- Bic, là? Ouais. Je peux te dire qu'il m'en a voulu. Le Pendant courage à toute épreuve. 3 semaines, un truc comme ça, mais Tu c'était il y a longtemps. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu ton rapport à tes nénés, du moins de ton enfance à maintenant, donc ta vie de jeune adulte, ton évolution, c'est-à-dire plutôt ton adolescence, quoi, quand tu as grandi? Ouais, alors quand j'étais enfant, ça allait parce que ma poitrine s'est développée à un âge normal, on va dire. Donc, Vers quel âge à peu près? je me souviens, je devais être en 5e Ouais. quand ça a Donc commencé on a à 12 pousser. ans à peu près. Ouais, Je dirais ça 12. doit être ça. Mais t'abuses genre 13 ans vers la 3e. Non. Non, c'est Non. pas ça, c'est 15. T'as 15 ans à la 3e, pardon, Ouais, c'est ça. exactement. Donc, ouais, vers 12 ans, donc ça allait. À ce moment-là encore, ça allait. Et puis à partir de la 4e, je pense, 4e, 3e, ils ont commencé à prendre un peu plus d'ampleur. Et au lycée, c'était la débandade. Donc, Quand tu dis des bandades, tu penses à quoi? je pense à se construire, notamment quand on est ado, en ayant, c'est pas quelque chose de mal, mais en ayant un attrait physique qui se remarque très vite. Ouais. Je pense que c'est pas forcément super pour l'estime de soi, etc. quand on grandit. Donc, Toi, tu penses que ça t'a desservi du coup? ça m'a desservi, mais je le montrais pas forcément. Je pense que... Tu le cachais du moins, que ça t'allait pas plus que ça d'avoir une poitrine peut-être plus grosse que la moyenne. Exactement. Et c'est dernièrement, en plus de ça, que j'ai refait ce travail sur moi-même. Ah oui? Ouais, et voilà. Et voilà. Ok. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, genre quand t'étais petite, donc quand t'avais pas de poitrine, tu t'étais déjà imaginé genre quel genre de poitrine t'aimerais avoir? Tu sais, on se dit tous, ah moi plus tard je veux avoir les cheveux longs avec, tu vois. Bah, par rapport à la poitrine, non, pas du tout. Mais comme je voyais la poitrine de ma mère, je me disais, ah ouais, ce serait cool si j'avais à peu près la même. Ouais. Quoi. Donc t'avais quand même cette rêve de, ouais, celle de ma mère, ça me correspond, ça m'irait bien. Ça m'irait bien, voilà. Entre ma mère et moi, voilà. Ok. C'est un peu une échelle. Et du coup, hormis ta mère, t'as déjà eu une autre référence, peut-être plus du domaine public, une star, j'aime pas trop ce mot-là, mais bon, que ce soit un artiste ou plutôt un acteur. Bah, quand j'étais plus jeune, non. Bizarrement, non. T'avais pas forcément un modèle en tête. Un modèle, en tout cas une personnalité publique, non. Après, j'avais ma cousine Ouais. de 5 ans de plus que moi, en fait, qui était... non, c'est pas un problème, mais qui avait aussi une forte poitrine, d'hypertrophie mammaire, comme ça que ça Oui, s'appelle. exactement. Et du coup, en grandissant, comme je la voyais souvent, quand je me mettais à côté d'elle, je me considérais comme normale. Ah ouais? Ouais, parce que sa poitrine était vraiment... Énorme. Vraiment énorme. Ah ouais. Mais vraiment. Pour que moi, je me sente normale à côté d'elle. On parle de quand ta poitrine était déjà développée. Ouais. Donc c'est vraiment qu'il y a une différence entre les deux. C'est ça. Wow. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux me raconter un peu quand est-ce que tu t'es dit là, bah j'ai des gros nénés et c'est pas forcément pour moi quoi? Je me souviens quand j'étais au lycée, en seconde ou en première, j'avais énormément mal au dos, mais tout le temps. Sérieux? Ouais, tout le temps. Je me tenais tout le temps mal, toujours les épaules tombantes en fait, parce que c'est quand tu marchais ou même quand t'étais assise ou... Quand j'étais assise, quand je marchais, dès que je me relâchais en fait. Des fois je faisais attention quand même de me redresser, de me mettre droite. Mais, genre t'as un petit reminder qui te dit ce serait bien que tu te tiennes droite, du coup tu te remets en bonne position. Mais quelques minutes après au final tu lâches assez facilement le maintien. C'est ça, la plupart du temps en fait j'étais tout le temps avachie et j'avais énormément mal au dos. Franchement, rien qu'y repenser ça me... Ouais, ça te traumatise un petit peu. Ah ouais, parce que c'est pas juste le mal de dos, tu te tiens mal en fait, c'était la poitrine vraiment qui... Mais t'avais mal où? En bas du dos? En haut du dos? Au milieu, en bas... Partout? Ah, partout. Ah, mais oui. Ok, non mais parce que parfois t'as les symptômes vraiment focalisés à un seul endroit, tu vois. Bah, pour le coup, c'était vraiment milieu, bas... Ouais, non, c'était tout le dos. C'était le dos entier, ouais. Et est-ce que t'avais mal devant? Genre, en l'occurrence, je parle de ta poitrine.
Non, pas plus que ça. Non. Pas plus que ça, sauf quand je faisais du sport où là c'était autre chose parce que. Oui, d'ailleurs, si on peut parler un peu de ça. Ouais. Parce que moi, j'ai pas une poitrine très développée, je suis ce qu'on appelle dans la moyenne. Je suis un 85C, donc c'est totalement. Vu que j'ai maté beaucoup d'articles pour savoir plein de choses, parce qu'après il y a un petit jeu qui arrive, et ben c'est pile poil dans la moyenne en France, le bonnet moyen est du C. Je savais pas. Je pensais pas non plus, mais donc voilà. À savoir que faire, donc pour toutes les personnes qui ne possèdent pas forcément de sein, faire du sport sans maintien correct de sa poitrine est égal l'enfer. Torture. Je pense que rien n'est similaire, mais courir les parties à l'air pour les personnes possédant un pénis doit s'avérer aussi très compliqué et un peu de l'ordre de l'handicap. Et donc, franchement, je pense qu'on est plusieurs à même avoir eu des brassières de sport promettant, pas qu'elles promettent, c'est que tu vas les trouver dans des boutiques et elles sont en rayon sport, tu les mets entre nous, elles ne tiennent rien. Tu cours, tu sautes, c'est pas que c'est pas beau, c'est que ça fait mal, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça fait extrêmement mal. Et oui, ça tire en fait sur tout ce qui est tissu du devant et comment dire, c'est comme si t'avais envie toi d'accéder à certains mouvements, or ton corps il te met un peu des petites gifles là comme ça, c'est ça, en te disant non, je vais te ralentir et en plus tu vas avoir mal. C'est ça, c'est exactement ça. Surtout que notamment au lycée, quand ma poitrine était bien développée, à son maximum on va dire, je trouvais pas de brassière de soutien à ma taille. Ouais. Donc je peux te dire que le sport j'avais toute une technique. Dis-nous tout, c'est quoi ta technique pour tenir un maximum ma poitrine. En fait j'avais un soutien-gorge. Je suis sûre t'en mettais un deuxième. J'en mettais un deuxième et je mettais une brassière qui était de toute manière beaucoup trop petite pour ma poitrine. Ouais. Pour que en fait ça plaque. Ouais, plaque. Pour que ça plaque et que ça évite de trop bouger, même si ça bougeait quand même dans tous les cas. Nous. Ça bougeait quand même et voilà, parce que en plus de ça quand j'étais au collège lycée je faisais beaucoup de sport. Tennis de table encore ça va. Enfin tout là où nous demandait de courir etc. Ça c'était pas cool. C'était pas cool du tout. Du coup est-ce que tu peux nous dire ta taille que tu as fait la plus haute? Alors problème aussi c'est que jusqu'à récemment je savais pas ma taille parce que je me suis rendu compte après que tous les soutiens-gorge que je mettais étaient trop petits. Je vais en parler aussi plus tard. Et du coup je pense après des calculs très compliqués que je faisais du 100G. Du 100G? T'es sûre? Je vais t'expliquer. Ça me paraît. Je vais t'expliquer combien ils m'ont enlevé après par sein. Ok, ouais, ça m'intéresse aussi. Tu vas comprendre. Donc pour le sport, ta solution c'était une première brassière plutôt normale, puis une petite qui venait plaquer le tout comme il faut. C'est ça. Ok. Et ensuite ça allait ou tu subissais quand même? Ah non, mais non, ça allait pas parce que. Ok, super. Je me souviens encore de. C'était pas des réflexions, mais d'un de mes profs de sport qui me disait Anne-Sophie, tu devrais. Parce que j'ai une femme aussi qui a une forte poitrine, tu devrais aller dans des magasins spécialisés pour t'acheter des brassières qui te maintiennent vraiment. Parce qu'en fait, quand je courais ou quand je courais, je me tenais aussi la poitrine. Vrai, c'est le réflexe. Ouais, parce que de toute manière, tout ce que je faisais ne fonctionnait pas. Oui, d'accord. Ça me donnait l'illusion que. Mais, ouais. Donc tu te sentais quand même obligée de le faire au final. C'est ça. Ok. J'ai une question qui est un peu plus de l'ordre du... En fait, on continue dans le désagréable, hein, allons-y franchement. Est-ce que t'as déjà eu l'impression qu'il y a des personnes s'intéressaient à ta poitrine, mais pas comme elles auraient dû, c'est-à-dire personnes qui te regardent un peu de travers, des regards insistants, que ce soit aussi bien des hommes que des femmes, ou même des enfants parfois, je suppose. Clairement, et surtout les hommes. Ok, donc surtout les hommes. Surtout les hommes, et forcément, c'est pas bienveillant. Ouais. Parce que quand t'as 13-14 ans et que t'as un homme de 30-35 ans qui te fixe comme ça, et que c'est pas il te fixe dans les yeux, il fixe ta poitrine, c'est assez dérangeant. Et pas normal aussi, je trouve. Non, mais oui, ça doit être même terrifiant, non? À 13-14 ans, un homme de 30 ans, de la trentaine, parce qu'on sait pas trop, il te fixe le décolleté, je pense que tu dis, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, et puis après, tu t'habitues. Ce qui est pas bien. Ce qui est pas normal non plus. Mais ce qui est pas normal, mais c'est aussi un moyen de se protéger, je pense. De s'habituer, même si on devrait pas. Je pense qu'en fait, tu passes malheureusement par là parce que le fait que ça arrive une fois, deux fois, que ce soit au final une récurrence. Surtout que je pense de manière générale, ça arrive à beaucoup de femmes, pas forcément celles qui ont des grandes poitrines, mais là c'était incroyablement dérangeant, très très. Et après j'avais des petites remarques aussi de personnes, je dirais pas offensantes, pas du tout, mais qui me rappelaient en fait que j'avais une grosse poitrine tout le temps, tu vois. C'est le boomerang, c'est clac. C'est ça. Et du coup, au fait, tu sais que t'as des gros seins. C'est ça. Au fait, je pense que ton mari serait super content plus tard, enfin ton futur mari, parce que t'as des gros seins.
réflexion Ah, à mais- la noix. C'est violent quand même. Terrible. Ah ouais. Donc sur le coup, t'es en mode... Grave drôle. Mais en fait, non, c'est pas... Mon but, en fait, c'est pas d'avoir des gros seins pour que mon mari, mon futur mari, soit Pas mon content. goal dans Non, la vie. tu vois. clairement pas. Mais du coup, est-ce que t'as déjà eu des reproches donc verbaux, c'est-à-dire vraiment des remarques qu'on t'a fait, mais genre de la part de femmes aussi, genre... Je réfléchis. D'ailleurs, les personnes de notre entourage se sentent presque plus libres que des personnes qu'on aurait tendance à croiser, tu vois. Peut-être que t'as jamais eu ce genre de... Bah, ma mère me plaignait. Ouais, Ça, pour le coup, oui, mais enfin, pour le coup, elle était désolée entre guillemets que ça m'arrive parce que, comme je t'ai dit, j'avais mal au dos et c'était tout le temps et je me plaignais tout le temps forcément. Est-ce que tu prenais des médicaments pour... Non, parce que j'ai toujours fait partie de l'école. Ouais, moi aussi, je suis tant que c'est un minimum supportable. Tant que je suis pas en train de claquer sur le sol, je fais ça. pas. Et surtout que qu'est-ce que je pouvais prendre à part Doliprane, et le Doliprane, franchement. C'est top 2 heures et après encore. Bah ouais. Du coup, mais sinon, je me souviens un peu quand j'étais au collège des amis. Ouais, elle vient de faire des guillemets, ok. Ouais. Qui, par exemple, en été, quand je portais une robe, forcément, en plus de ça, j'avais aussi des stratagèmes pour essayer de pas trop montrer ma poitrine parce que ça me gênait. Qui venaient par derrière et qui m'attrapaient les seins. Des personnes que je connais, du coup. Je pense que oui. Ok. Je pense que oui. Des gens sympas. No comment. Je pense que des gens qui touchent tes seins comme ça, sortis de nulle part, c'est moyennement sympa comme geste, aussi sympa que vous soyez. Clairement. Ok, donc top. Donc ouais, c'est quelque chose que t'as connu et je pense que t'as déjà été confronté à pas mal de situations, que ce soit regard. Ouais. Mais du coup, entre toutes ces péripéties, ça a été laquelle la situation la plus, je veux dire, embêtante, hein, mais évidemment, c'est pas le mot que j'ai en tête, mais que t'aies dû subir en lien avec tes nénés. Mon cerveau a tendance à effacer pas mal de trucs, mais je On dirais... fait beaucoup ça. Ouais. Je dirais, de manière générale, tu vois, clairement, les hommes qui se permettent De te mater. de te mater, qui se permettent de faire des remarques aussi. Mais genre, c'était quoi les remarques qu'il va avoir? Ah, t'as de beaux seins, ah, c'est pas mal, ah, ils sont gros, ah, c'est bien. Enfin, Alors, franchement, Ça fuse. Ah, ça fuse, mais tu cherches des moyens aussi de te protéger, tu vois. Tu fais genre, t'entends pas, mais t'entends très bien les remarques qu'il y a autour. Même si, en soi, c'est jamais les remarques qui m'ont poussé à passer le cap, dans tous les cas, mais quand même. Mais du coup, tout à l'heure, tu disais par exemple que à 13-14 ans, t'avais reçu ce regard hyper insistant de la part de cet homme. Mais du coup, est-ce que quand t'étais jeune, t'as aussi reçu des remarques déplacées, pareil, de la part d'hommes, c'est-à-dire qui te sortent, comme tu viens de dire, et t'as de beaux seins? Est-ce que les gens se réfrènent un peu quand t'es plus jeune, ou est-ce qu'il n'y a pas forcément... Je pense. Je dis ça parce que je sais que les remarques, que ce soit physiques, mentales ou autres, malheureusement, en fait, on les reçoit assez jeunes. Je suis d'accord avec toi. Et que tu sois prépuberte ou je voulais dire mineure, du coup, genre avant la majorité, ça les empêche pas forcément de se sentir ok de te dire des choses comme ça. C'est ça. Clairement, non. Je suis d'accord avec toi parce que j'essaie de me souvenir vraiment une des premières remarques que j'ai eues par rapport à ma poitrine et tellement ça remonte loin. J'arrive pas trop à situer le truc. Ça, c'est très perturbant aussi. C'est très perturbant et c'est terrible. Ouais. C'est terrible. Ah ouais. Franchement, en y repensant. Ouais, voilà. Ça fait peur du coup si t'arrives pas à retrouver le. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire vraiment quelles raisons t'ont poussé donc à subir ce qu'on appelle une réduction mammaire, aussi appelée du coup hypertrophie. Exactement. Parce que je faisais de l'hypertrophie mammaire. En fait, c'est quand t'as un trop de glandes mammaires à l'intérieur de ton corps. C'est ça. Et du coup, les raisons principales, comme je l'ai dit, c'était mon mal de dos. Oui, je pense qu'il y a déjà une excellente raison. Une excellente raison, ouais. C'était donc mon mal de dos, les vêtements aussi. Et je parle pas des vêtements, je voulais être à la mode. Non, c'est juste que quand je voulais acheter encore un t-shirt, ça allait, mais une chemise ou une robe, je devais prendre le plus grand possible pour que ma poitrine rentre vraiment pour pas que ça fasse trop serré. Et encore, et je me souviens un peu au collège, j'avais tendance un peu à me camoufler. Ouais. Moi, je m'en souviens très bien que tu te camouflais particulièrement bien. C'est vrai, hein, franchement. Mais... Tu sais pourquoi? Parce que du coup, je pense que j'ai appris une opération quelques jours après que tu sors de l'hôpital. On parlait du coup avec une de nos amies en commun. Elle m'a dit oui, Anso, elle sort et tout. Moi, paniquée. Pourquoi elle sort de l'hôpital, tu vois? Genre, j'avais trop peur. Elle me dit non, t'inquiète, c'est rien de grave, c'est une opération pour se faire réduire les seins. Et là, je me souviens de tomber des nues du genre... je me rappelle que je peux pas dire que t'avais des petits seins, ça serait mentir, mais ma tête, tu sais, il y a eu
un temps où je me suis dit pourquoi Ouais. pourquoi, genre c'est comme si moi j'allais me faire réduire les seins, genre en mode j'ai un petit C, je vais faire quoi après tu vois. Et en fait après je me suis dit mais t'es con en fait, genre oui je me souviens que si tu mettais une robe effectivement t'avais une poitrine plus grosse que nous autres, mais du coup c'est là où je me suis dit mais tu camouflais vachement bien franchement. J'étais... Genre je me souviens de quelques hauts vite fait qui te moulaient, pareil tu parlais des robes, j'ai des images de robes qui me reviennent de soirées qu'on a dû passer en été ou autre, mais hormis ça franchement gros blanc. Mais franchement ça m'a impressionnée parce que je me suis dit comme quoi t'avais dû mettre vraiment du cœur pour camoufler. Franchement je l'ai pas remarqué jusqu'à qu'une prof, une remplaçante, c'était au lycée ou au collège, m'avait fait la réflexion, me disait Anne-Sophie tu te camoufles beaucoup derrière tes habits. Elle m'avait dit ça. Elle m'avait dit ça. Wow. Mais elle m'a pas dit ça par rapport à ma poitrine. Je pense qu'elle-même, elle avait pas forcément remarqué. Mais elle sentait autre chose. Mais en tout cas, elle m'avait dit oui, tu te camoufles. J'étais en mode non. Et après, je me suis rendu compte que oui. C'est pas vrai, madame, c'est pas vrai. Et au début, je le faisais inconsciemment. Je pense que tu l'avais totalement intégré, non? Ah bah oui, clairement. Parce que quand t'es au collège, t'as un peu envie d'être normal, entre guillemets. Je dis pas un peu, moi je dis beaucoup. T'as beaucoup envie d'être normal. Bah oui, c'est pas que t'as pas envie de sortir du lot, mais t'as pas envie de sortir du lot pour les mauvaises raisons, entre guillemets. Exactement. T'as envie de sortir du lot en mode waouh, mon mascara il nique tout par rapport au vôtre. Mais t'as pas envie qu'on te dise soit t'as des boutons, soit t'as les cheveux gras. Clairement ça. D'accord, donc en gros, si je dois résumer, c'est le mal, enfin la douleur que t'avais au quotidien qui t'a poussé. Qui m'a poussé à passer le cap et aussi, franchement, m'habiller plus simplement, moins galérer en fait, trouver des vêtements, des soutiens-gorge, des robes et mais du coup, c'est être un plus tout. à l'aise. C'est même pas que les sous-vêtements, tu dis c'est les vêtements plus les sous-vêtements. C'était un tout. Bah oui, parce que j'ai oublié, mais forcément, en tout cas avant c'était comme ça, quand tu voulais acheter un soutien-gorge, t'avais le bas très souvent qui allait avec. Waouh, dis-nous tout, ça devait être sympa ça et aussi. Du coup qu'est-ce que je faisais à l'époque, je me souviens plus de la taille que je faisais, mais ça avait rien à voir entre ma taille, oui bien sûr, mon bas et le haut, donc du coup c'était des stratagèmes aussi. Oui, je pense qu'il y a un espèce de fossé. Je pense que c'est plus mental au niveau des marques, comme quoi ils associent les hauts au bas, alors qu'entre nous il y a peu de personnes qui soient vraiment très 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 proportionnelles. Et donc tu peux être vraiment toute petite du bas et avoir des grosses hanches, et le contraire c'est vrai, le fait d'avoir juste une taille de différence c'est vrai aussi. Parce que je rigole, mais moi ça m'est déjà arrivé aussi de me retrouver genre avec des bas, tu sais, limite ta culotte elle tombe, tu te dis bon c'est peut-être pas ma taille, tu vois. Ça craint, ça craint vraiment. Est-ce que maintenant tu peux nous parler un peu plus de ton opération? Donc, comment est-ce que t'as pris le rendez-vous avec, je sais pas, c'est le chirurgien directement, ou est-ce que tu l'as fait? Peut-être tu peux nous dire aussi est-ce que tu l'as fait? Tout d'abord j'en ai parlé à mon médecin général. Oui, d'accord. Et il m'a recommandé l'hôpital Saint-Louis et un médecin en particulier, je me souviens. Très bien. Ils sont très connus pour ça, entre guillemets. Okay. Et il faut savoir aussi que ma cousine que j'ai mentionnée avant était passée par l'opération bien avant moi. D'accord. Un an peut-être avant que j'y réfléchisse vraiment, et du coup j'avais vu le changement en fait chez elle, aussi bien physique forcément parce que c'est la première chose qu'on voyait de toute manière, mais que mental. Et du coup comment elle allait mentalement? Elle était beaucoup plus heureuse. Waouh. C'est fou à dire, hein, mais vraiment tu la voyais souriante, la joie de vivre. Et pareil en fait elle se camouflait plus, donc forcément tu vois la différence directement. Mais clairement. Et donc du coup surtout qu'on se plaignait beaucoup ensemble avant quoi, donc voilà. La team des gros seins. C'est ça, donc du coup j'ai pris rendez-vous à cet hôpital. J'ai pris rendez-vous aussi avec le chirurgien qui lui avait fait son opération. Donc c'est un chirurgien dans une clinique privée sur Paris, je ne me souviens plus non plus. C'est pas grave, t'as parlé de Saint-Louis tout à l'heure, c'était l'hôpital? Du coup c'était l'hôpital, mais c'est pas là-bas que moi j'ai fait l'opération. Donc l'hôpital c'était quoi? C'était pour le programmer? Non, c'est surtout que je voulais comparer en fait les différents chirurgiens. D'accord, donc ça veut dire que déjà ça c'est un conseil en soi. On le dit toujours, on le dit pas assez, mais lorsque vous voulez faire qu'importe l'opération, il faut toujours voir plusieurs, notamment je dirais minimum peut-être 2 ou 3 avant de foncer tête baissée avec le premier chirurgien. Clairement. Surtout que c'est pas une petite opération. Généralement quand on fait une réduction mammaire, quand on subit une
une réduction mammaire, c'est pas d'un peu. Donc, C'est anesthésie générale c'est également. anesthésie générale. En fait, il y a énormément de choses à prendre en compte. Il y a les cicatrices aussi par derrière, la totale. Du coup, j'avais pris 2 rendez-vous comme ça. J'ai choisi le chirurgien de ma cousine, du coup, parce que je voyais les résultats, donc j'étais... Et tu savais au moins où tu t'aventurais. C'est ça. Après, la différence entre un hôpital public et une clinique privée, c'est que la clinique privée, il y avait des honoraires, des frais d'honoraires, mais honnêtement, il devait être de l'ordre de 700 €, je pense. Ok. Peut-être un peu moins, et certaines mutuelles remboursent en fait... Une partie sans un pourcentage seulement. Ouais. Donc ça peut être intéressant, mais sinon, en général, l'opération pour la Sécu, il me semble, enfin en tout cas à l'époque, coûtait 3 000 €, 3100 ou 3200 €. Tu parles de l'intégralité? L'intégralité, ouais. Avant Ok. de parler de remboursement, etc. Et quand on a une sphère retirée minimum C'est 300 ou 500? 300. C'est 300 il me semble. 300 grammes, J'ai regardé. en fait, je ne plus du tout. C'est 300 par sein. par sein. Ouais. Attention. Oui. 300 grammes par C'est pas sein. 300 les deux. Ce serait un peu trop beau, mais 300 grammes par sein, bah, à partir de ce moment-là, c'est remboursé totalement par la sécurité sociale. Ok. Donc en hôpital public, c'est parfait quoi. Et c'est juste clinique privée où là, il y a un peu plus de frais, mais voilà, c'est pas le... Mais du coup, est-ce qu'il y a une espèce de palier où tu as le droit de demander, c'est-à-dire quelqu'un qui possède un bonnet inférieur au tien à l'époque, Mhm. est-ce qu'il a le droit aussi de procéder à une réduction mammaire, c'est-à-dire un bonnet C, un bonnet D? Bah après, ça dépend aussi de... Parce que c'est quand même censé être, parce qu'il y a... C'est pas considéré comme de la chirurgie esthétique, mais c'est Réparatrice. Ouais. Ok. Et c'est pour ça que c'est remboursé d'ailleurs par la sécurité sociale. C'est quelque chose qui est censé te permettre de vivre mieux Oui. après. Ouais, clairement. En fait, c'est considéré pas comme un handicap, mais presque. En fait, l'hypertrophie, c'est comme, je dirais pas une maladie, mais un peu. Oui. Du coup, c'est ça. Et du coup, tu nous disais, dès que ça dépasse ce grammage, en fait, toi, tu ne débourses pas d'argent de ta poche. C'est ça. Après, c'est rendez-vous avec le chirurgien. Vous voyez un peu le bonnet que tu veux faire après. Mhm. Donc, il te montre aussi Il te l'emplacement montre des comment cicatrices. Bah, en fait, tu dois te mettre à nu. Oui, je Clairement. suppose que son, à un moment, il va te voir les seins à l'air. Ah bah de toute manière il est obligé avant même l'opération, avant Ouais. même de considérer l'opération en fait, parce qu'il a besoin de voir pas mal de choses, La taille du mamelon, notamment, il la me taille semble, du pour voir si on la mamelon, réduit l'élasticité de la peau, il y a pas mal de Mhm. trucs aussi, de choses que je ne sais pas, mais il te montre aussi les cicatrices, où est-ce qu'elles seraient situées, les moyens pour retirer ce qu'il y a à retirer. aussi. Du coup, il y a différents moyens, c'est ça? Oui, il y a différentes techniques, il y en a 2, et c'est par rapport à l'auréole. Mhm. Donc t'as une cicatrice qui peut être en forme de T et une autre, là, je me souviens. Il me semble qu'il y en a une qui est en T et l'autre qui est le pourtour, mais pas hyper sûre. Je me souviens plus. Honnêtement, je me souviens plus. Je sais qu'il y en avait 2. Ok. Mais la plus utilisée, généralement, c'est celle en T. Mhm. Donc, de toute façon, moi, c'est celle que j'ai faite. Et ça dépend aussi du nombre, dépend combien on se fait retirer Oui. aussi. En accord, en T, c'est genre ça part de là, En comme fait- ça part de l'en dessous du sein, Ouais, comme ça, et ça là. c'est ça. Ok, donc en gros, imaginez-vous une baleine de soutien-gorge, donc qui maintient par le bas votre sein. Et le T, la barre du T, c'est celle qui est pile poil centrée au niveau de la largeur et donc qui remonte vers le mamelon. Exactement ça. Pour plus de descriptions sans visuel, appelez-moi. Ok, et du coup, est-ce que tu peux nous dire en combien de rendez-vous du coup ça se fait? C'est rapide, c'est pas rapide? Ça dépend des personnes. Moi, j'ai fait en 4 rendez-vous. Ok. En 4 rendez-vous. Après, il faut pas hésiter quand on a des questions à poser tout simplement les questions au chirurgien. Mais t'attends de le voir quand même, tu le poses pas au téléphone. Ah non, clairement pas. Ok, En visuel. Et c'est bien aussi d'avoir un ressenti sur la personne qui va changer Ouais. sa vie, entre guillemets. Mhm. Donc, et c'est pour ça aussi qu'il faut pas se foncer tête baissée et vraiment y aller non seulement à la renommée, on va dire, du chirurgien, Mhm. en tout cas des avis qu'on a autour, mais aussi par rapport au feeling. Oui. Très très important. Ouais, si tu sens pas la personne, si elle arrive pas à répondre à tes questions, C'est notamment, c'est un no-go. C'est ça. c'est ça. Ok, et du coup, maintenant, est-ce qu'on peut dire que ta vie elle est plus simple avec des plus petits nénés? Oui. oui. Big reveal! Ah bah, changement total aussi. Hein. Parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais on m'a enlevé 1,1 kg par sein. Oh my god. Donc quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai perdu 2,2 kg quoi. Eh ben, pour un régime express décrit par le magazine Intel, c'est plutôt Voilà. efficace. Et maintenant, je fais un petit 95D. Ok. Ça dépend, pour vous dire. Et tu faisais du G avant? Ah ouais. Waouh. La différence, elle est quand même
impressionnante. C'est incroyable, Mm. incroyable. Bah, avant, quand j'étais plus jeune, je pensais que je faisais du E, mais pas du tout. Bah ouais, moi je t'aurais dit du E, du coup, tu vois, si j'avais dû essayer de rassembler tous mes souvenirs. Mais pas du tout. Mm. Pas du tout. Parce que pour passer du E au D, Oui, c'est qu'il y a un fossé quand même. Enfin, tu t'enlèves pas 1 kilo, non, je pense 1,2 kg, t'as dit 1,2 kg par sein. C'est énorme. C'est énorme. Sachant que, rappelez-vous, l'opération, elle est remboursée à partir de 300 grammes. Ça veut dire qu'on décide que déjà, ôter 300 grammes d'un mamelon, c'est déjà aider la personne à avoir un poids plus léger pour sa vie de tous les jours. Donc 1,2 kg par sein, c'est totalement gigantesque. Énorme. Et du coup, Énorme. mentalement, tu parlais de ta cousine tout à l'heure qui Oui. avait un peu glow up, si on peut le dire. Oui, c'est ça. Du coup, toi, comment tu t'es sentie après l'opération mentalement? Mentalement parlant, bah déjà il y a tout le processus aussi de cicatrisation. Oui, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors moi ça a duré un peu plus longtemps que la normale parce que j'ai... Tourné, il me semble, plusieurs fois. C'est ça, en fait j'ai eu des complications, pas à cause du chirurgien mais à cause de moi, de corps. Une mauvaise cicatrisation, du coup? Ouais, corps qui a décidé de cicatriser super lentement et Ok. de faire des choses qui peuvent arriver pendant la cicatrisation quand on se fait réduire les seins, et c'est pour ça que c'est très important de demander toutes les possibilités concernant les cicatrices, concernant la cicatrisation, Mhm. parce que généralement c'est 1 mois et demi D'accord. pour que tout soit refermé, et du coup un peu plus, et moi je me souviens ça a duré 4 mois. D'accord, 4-5 c'est quand même beaucoup plus long. Ouais, c'est beaucoup plus long que la normale, sachant que j'avais fait une petite bêtise aussi, c'est que pendant... Dis-nous tout. Ah non mais c'est horrible. T'es allée à la piscine, c'est ça? Non, Le du deuxième tout. jour? Du tout. Non, du tout, mais 2-3 semaines après m'être fait opérer, en fait, il y a des mouvements à ne pas faire quand on D'accord. sort de ce type d'opération. Et là, je sais pas pourquoi je me suis sentie pousser des Et c'est ailes. quel genre de mouvement qu'on peut pas faire, par exemple? Bah, lever les bras au-dessus de sa tête. Même pas forcément hyper tendu? Enfin, déjà, rien que... Ouais, non. Donc Non. ok, on ne lève pas On les ne bras. lève pas les bras, Ok. on ne se baisse pas le dos, enfin les jambes tendues en tirant le bras vers le sol. D'accord. Je sais pas, c'est hyper clair ce que je viens Oui. de dire, On mais... s'imagine bien la position très agréable. Et en fait, c'est ce que j'ai fait parce que à un moment, j'étais devant ma télé et la télécommande est tombée par terre et je me suis levée. Et au lieu de m'accroupir pour ramasser la télécommande, C'est-à-dire fléchir les genoux, tu C'est les as ça. pas fléchis. je les ai pas fléchis et là, j'ai senti pas un déchirement parce que c'est super violent, mais une douleur intense au niveau de mon sein gauche. Et en fait, c'est juste que... Donc tu l'as su, quoi, qu'il y avait quelque chose qui Ouais. venait de se passer. Donc du coup, comme j'avais encore rendez-vous avec l'infirmière pour les pansements, etc., du coup, je lui en ai parlé et après, elle a fait oui, il y a un... Ça, c'est les... Ça fait une lésion? Non, mais il y avait une des cicatrices qui s'était réouverte, quoi. Donc un point? Pas C'est pas vraiment des points? Ce serait pas comme ça. Ok. En tout cas, il y a un endroit qui s'était réouvert. C'est ça. Et du coup, chose à savoir aussi, c'est que quand on se fait opérer, si jamais il y a un problème comme ça, après on a le droit à, comment ça s'appelle, une autre chirurgie réparatrice aussi, Très bien, ok. par le même chirurgien en fait, ou reprend le travail Ok. là où... Mais du coup, tu parlais par exemple des soins après, donc pour s'occuper des cicatrices, ça donne quoi par exemple? Alors maintenant que ça a quand même à 4 ans, Il y a il me un semble lien que c'est... entre la douche, est-ce qu'il y a des crèmes à appliquer? Alors au début, il faut savoir que c'est une infirmière spécialisée qui s'occupe de changer les pansements. Comment ça au début, genre pendant combien de temps? Bah normalement 1 mois, mais Un du mois coup moi c'est un peu plus longtemps. Attends, pendant un mois, il y a une infirmière qui est venue chez toi? Non, moi je me suis déplacée. Mais pas tous les jours. Non, pas tous les jours, c'est 3 fois par semaine. Ah oui, quand même. Ou peut-être 2, je me souviens même. En tout cas, c'est plus d'une fois par Oui, semaine. c'est plus d'une fois. En tout cas au début. Oui, Enfin, après du coup, l'opération. plus ça se passe, plus moins on a besoin d'aller les voir ou qu'elles viennent. Et après, il y a des crèmes à appliquer pour la cicatrisation, les cicatrices, pour pas qu'elles soient dures, pour que ça reprenne un peu une bonne forme, etc. Moi, ce jour-là, elles sont quasiment invisibles. Ouais, j'étais en train de réfléchir, quasiment invisibles, donc Ok, mais du coup, donc il y a les soins que la personne te faisait, il y a les mouvements. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à prendre en compte post-opération? les médicaments, je pense qu'on n'en parle pas assez. Ouais. Sachant que je suis une partisan du non-médicament. non-médicament possible. Et là, forcément, il y a énormément de docs à prendre. Je me souviens, il y avait 3 médicaments différents à prendre, dont un avec un pourcentage super faible d'opium. Ah oui? Ouais. Et c'était ce médicament-là, mais il me mettait mal. Hein. C'est vrai? Mais horrible, j'avais l'impression de planer, quoi. Ah oui, Mais pas comme t'aimerais. non. Non, ça m'était vraiment pas bien, même... Enfin, je me sentais pas bien quand je prenais ce médicament. T'étais pas à l'aise, donc. Non, pas à l'aise et pas bien vraiment physiquement. Ah merde, ok, ouais. Donc il faut respecter quand même les doses, etc. Hein. Pas prendre les médicaments comme on le veut, mais ouais. Et ça, c'était tous les jours? Ouais, au début, je crois que c'est pendant 15 jours. Il y en a certains qu'il faut prendre pendant 1 semaine, d'autres 15. Et je crois que c'est tout. Après, il me semble que ça s'arrête, je crois. En tout cas, à savoir, donc ça donne soins, mouvements évités, et notamment
aussi prise de médicaments. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on va passer au super moment du Est-ce que tu connais néné? Et donc, qui est un petit quiz, c'est des questions de culture G sur les nénés pour apprendre des choses et pour rigoler un petit peu. Voilà tout. Donc, est-ce que tu es prête? Oui, j'ai hâte de savoir. D'accord. J'ai hâte de savoir les questions. Ah oui? Oui. Eh ben, c'est parti. Tu connais Tu connais Est-ce que toutes les femmes ont un sein plus gros que l'autre? Il me semble que oui. Et généralement, c'est le sein gauche. Je sais que tu es super bien renseignée. Parce que Dis-nous. il me semble que c'est à cause des battements du cœur, si je me trompe pas. D'accord, donc moi j'en sais pas autant que toi sur ce sujet parce que là c'est quand même vachement poussé. En tout cas, ce qui reste à savoir, c'est que quasiment toutes les femmes ont un sein plus gros que l'autre, mais ça se compte en termes de millimètres. C'est-à-dire que certaines femmes vont avoir un sein plus petit visible et d'autres qu'on penserait avoir deux seins identiques ont en vérité un sein plus petit que l'autre. Ok. Donc quasiment toutes les femmes n'ont pas la même taille à droite et à gauche. Donc il y avait quand même de très bonnes intuitions et de très bonnes références. Selon toi, est-ce que le scanner est le meilleur outil pour détecter l'apparition d'un cancer du sein? Très bonne question. En plus de ça, je suis passée par là aussi parce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais avant l'opération, il y a quand même des examens à faire. Oui. Donc radio, comment ça s'appelle? Échographie mammaire. Oui. Scanner, il me semble que non, etc. Mais du coup, par la suite, bon, rien à voir avec l'opération, mais j'ai dû refaire des examens aussi. Ouais. Pour voir si ça allait bien. Bon, après, généralement, il y a quelques fibromes, des petits trucs comme ça. Donc les fibromes, pour ceux qui savent pas ce que c'est des espèces de petites boules, c'est ça? C'est ça. Donc, Qu'on trouve à l'intérieur. Qui sont la plupart du temps, je sais pas s'il faut l'accorder, j'allais dire bénin. Elles sont bénignes du coup. ouais. Inoffensives, elles sont harmless. Mais important c'est de quand savoir qu'on en même. a. Voilà, exactement. Et surtout que ça peut se compter en millimètres comme en centimètres. Oui. Parce que d'ailleurs, en ce moment, j'en ai un qui fait 3 centimètres. Donc je veux 3 dire que- cm, Ouais. tu dois le sentir. Ah oui, je le sens bien. Et donc, qu'est-ce qu'ils t'ont dit par rapport à ça? En fait, au début, j'étais pas sûre que ce soit un fibrome. Enfin, on n'était pas sûr. D'ailleurs, on le sait toujours pas. Waouh. N'ayez pas peur. Mais, Comme ça, ils savent pas. C'est juste qu'il y a énormément de choses qui peuvent se passer dans nos seins. Donc c'est pas forcément des fibromes, ça peut être Des kystes notamment des aussi. kystes, des calcifications. Ok. Donc c'est des trucs par rapport au calcium, j'ai pas compris, mais Les voilà. kystes, ça va être plutôt une boule remplie de liquide, c'est ça, de liquide à l'intérieur. Donc ça c'est... Ouais. Donc, du coup, Il existe un tas de choses dans nos seins. Ouais, voilà, Enfin, un tas de exactement. possibilités. Mais du coup, pour détecter le cancer du sein, Genre, est-ce que le scanner, c'est l'outil performant? franchement, je dirais l'outil performant, ce serait la biopsie. Mhm. Parce que là, à la biopsie, t'es sûr en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la biopsie? La biopsie, c'est quand on prélève un morceau de tissu d'une zone en particulier et on l'examine. Voilà. Eh oui, c'est une très bonne définition. Et ben, en fait, que ce soit scanner ou biopsie, sont des moyens très performants, mais le moyen le plus rapide et à vrai dire celui qui permet de détecter le plus de cancers, ça reste la palpation. Elle palpation, C'est vrai. qui est tout simplement des mouvements que vous pouvez effectuer avec vos mains pour sentir et détecter s'il existe des grosseurs. Or, on vient de le dire juste avant, les grosseurs ne sont pas tous des cancers. Attention, c'est aussi, ça fait partie de la composition de la glande mammaire. Mais du coup, n'oubliez pas de vous palper les seins. C'est vrai. Parce que c'est hyper efficace et que en plus du coup vous êtes à même de détecter assez rapidement, même si c'est une petite boule, souvent on la sent. Et donc dans ces cas-là, rapprochez-vous soit de votre médecin généraliste, soit de votre gynéco ou votre médecin. Et du coup, autre question, peut-on retirer des vergetures sur les seins? Oula. Ouais, question hyper piège celle-ci. Non. Bah, je sais qu'il y a des crèmes, des trucs un peu bidons comme ça, mais... Exactement, bidon comme ouais, ça. bah, clairement. Archi bidon. Un bidon, mais il me semble bien. Exactement. En gros, il existe, hormis le laser, qui est donc une opération, on peut dire chirurgicale, il me semble, et ben il n'existe aucun moyen de retirer des vergetures, tout simplement puisque ce sont une espèce de lésions qui se créent dans le tissu. Or, une fois que ta lésion elle est là, avant que tu sois Harry Potter et que tu arrives à refermer les lésions, il y a très peu de chances que tu arrives à le faire, et donc c'est certainement pas une crème ou un sérum, ou même parfois on voit des outils, soit pour la cellulite ou autre, je suis sûre qu'il va y avoir des équivalents vergetures. Tout ça ne fonctionne pas, il existe juste le laser qui donc est une intervention déjà coûteuse, douloureuse. Donc voilà. Et donc celle-ci elle est assez drôle. Est-ce que les seins pendent plus vite lorsqu'ils sont gros? Est-ce que tu connais? Bah, je pense que oui, parce qu'il y a tout le souci de la gravité. Je sais qu'en cas, il y a aussi une question de forme, de base en fait du sein. Parce que moi, les miens pendaient parce qu'ils sont comme ça. Ils pendaient parce que Ils avaient envie. Mais ceux de ma cousine qui étaient beaucoup plus gros, pas forcément en fait. Ils étaient dans tous les cas attirés par la gravité, par le bas, mais ils pendaient pas en soi. C'est ça. Donc je pense forcément. Et donc exactement, c'est exactement la bonne réponse, puisque en vérité, ce
sont juste des gros seins. Et les petits seins, ce sont deux choses très similaires dans le sens où c'est l'élasticité de la peau qui va primer sur le fait de pendre ou non. Donc, tu peux avoir des tout petits seins, des petits galets, des petites cerises, elles peuvent pendre comme jamais. Et tu peux avoir des très gros seins très fermes ou des très gros seins qui pendent énormément. Donc ça, c'est la génétique. Donc il y en a qui ont de la chance et d'autres qui ont moins l'élasticité de la peau. Ça peut aussi se travailler avec des crèmes ou autre, mais en l'occurrence, on part quand même tous à égaux avec ça. À ton avis, est-ce que 50% des femmes ne portent pas la bonne taille de soutien-gorge? Oui, je pense. Eh ben, figure-toi que c'est même plutôt 70 à 80% des femmes qui ne portent absolument pas la bonne taille de soutien-gorge, ce qui est énorme. Énorme. Et donc, pourquoi? Bah déjà, tout à l'heure, tu l'as un peu évoqué. Tu parlais de la taille qu'au final, tu ne t'étais pas rendu compte à quel point ils étaient gros. Bah, j'allais dire, je pense qu'on nous apprend pas à porter la bonne taille, tout simplement. Alors, je sais pas c'est qui, mais en tout cas... Le monde, en général. En tout cas... On rejette la faute sur les autres. Non, ce qu'on veut dire par là, c'est que, hormis certaines marques, il me semble, du coup, ça m'avait frappé quand j'étais partie voir, du coup, mon frère en Californie, chez Victoria's Secret. À l'entrée, c'est affiché en gros, nous prenons votre taille de soutien-gorge pour savoir quelle est la référence. Et du coup, je trouvais ça hyper cool de voir déjà un panneau aussi gros parce que du coup, ça se voyait que c'était quelque chose qu'ils faisaient genre pour de vrai. Et en même temps, je me dis, mais ouais, il y a très peu de magasins. Il me semble que peut-être Etam le fait aussi. Enfin, si tu demandes, sais que Etam le fait, mais seulement... Si tu demandes, ils vont le faire. Mais en gros, le problème, c'est que en fait, nos seins changent de taille. Et ça, c'est quelque chose dont on n'est pas forcément au courant. C'est-à-dire que mes seins, là, actuellement, ils peuvent, moi, rétrécir ou grossir. Les études disent, moi, je n'en sais rien, que une femme grandit des seins jusqu'à ses 21, voire 24 ans. C'est-à-dire que on se fourvoie quand on pense qu'à 24-25 ans, nos seins sont stables. Or, ils sont jamais vraiment stables puisqu'ils peuvent bouger. Quand je dis rétrécir ou grossir, je pense aussi plus à de la déformation plus que à juste perdre ou gagner en densité. Mais du coup, si on porte pas la bonne taille, c'est que il y a un manque d'éducation à propos de prise de mesure de la poitrine. Notamment, je pense qu'on est très peu, voire personne connaît que prendre une taille, il faut à la fois mesurer, c'est chiant, je ne peux pas montrer, mais oui, voilà, il faut prendre la mesure à plat avec les seins, en dessous, tout pour savoir ton tour de taille, et c'est quelque chose qu'on fait pas forcément. C'est vrai. En vrai, moi, je pense que je l'ai jamais fait. J'ai juste essayé toutes les tailles en me disant, celle-ci ça fonctionne, celle-ci ça fonctionne pas. Mais je me rappelle, personne a posé un mètre sur ma poitrine, en fait. Pareil, sauf pour l'opération, mais pareil. Oui, mais c'est donc un cas hyper particulier. Voilà, mais ouais, pareil. Ouais, ça fait bizarre de se rendre compte. C'est-à-dire qu'on nous apprend notamment, je dis n'importe quoi, en t-shirt, ça va être S ou M ou L ou autre, mais genre en soutien-gorge, genre en vrai, l'écart, quand tu te trompes, tu douilles. Ouais, c'est vrai. Et donc pourquoi tu douilles? Je vais tout vous expliquer. En fait, le problème du soutien-gorge, c'est pas juste de pas savoir la taille, c'est qu'en fait, quand t'es à la mauvaise taille, bah ça fait mal. Pourquoi? Numero uno. Les baleines qui te rentrent dans les côtes. Horrible. Ouais, donc ça, je pense qu'on l'a toutes connu. Donc, qu'est-ce que les baleines, pour ceux qui sont pas au courant? C'est une armature métallique qui fait le pourtour du bas du soutien-gorge, c'est-à-dire c'est ça qui ancre les seins à même notre taille. Et c'est donc une tige métallique qui te rend bien dans les côtes, là. Genre, je parle plus de l'extérieur. Ça te titille les côtes, t'as envie de l'arracher. D'ailleurs, si j'avais pu taper des gens avec ça, arme de guerre. Ouais. Et le seconde chose, c'est le bonnet qui est pas forcément approprié. C'est-à-dire que, bah, déjà, notamment si on part déjà sur un bonnet qui est différent pour chaque sein, bah là, tu risques pas de trouver ta taille de soutif. Clairement pas. Et le tour de taille qui peut varier, notamment avec la prise de poids ou la perte de poids. En fait, t'as toutes les chances de te tromper en achetant ton soutif. À moins que t'ailles dans certains magasins qui peut les féliciter, prennent le tour de taille, tour de poitrine des personnes qui ont des seins. Voilà. C'était une très longue aparté pour dire que beaucoup de femmes ne portent pas du tout la bonne taille de seins. Alors, cette question, je la trouve hyper drôle. Quelle est la taille des seins de Nabila? Actuellement? Non. Du coup, est-ce que... Je vais te la reposer autrement. Est-ce que la taille des seins de Nabila serait du 85F? À noter que ces sources, elles sont très douteuses vu que je les prends sur des sites random. Mais c'est pas grave. 85F. Déjà, je me souviens même de la poitrine de Nabila, genre de sa taille. Gros, mais 85F. Bah, elle est assez fine, donc le 85. Bah non. F. Ouais, peut-être. Eh ben non, du E. Du E. Ah, j'étais. Mensonge. Okay. Mais oui, du coup, je pense que c'est notamment le fait qu'elle soit hyper fine et le fait que les sources ne sont absolument pas sûres. Mais donc sur les sites de bas de seins que j'ai trouvé, je m'étais hyper mal à l'aise de regarder ça chez moi le soir. Je me disais, j'ai peut-être meilleure occupation que regarder la taille des seins des célébrités. Ouais. Mais du coup, Nabila n'avait pas du tout la plus grosse poitrine et en l'occurrence, elle faisait du E, ce qui est déjà pas mal. Mais comparé à d'autres tailles plus
exubérante, ça reste. C'était une des plus petites tailles en fait sur le site. Ah oui, Ouais. ok. Mais je pense que c'est ça en fait, le fait qu'elle soit très fine, très élancée. Ouais, c'est vrai que ça ressort entre guillemets un peu plus. Question culture. Oui. Pour devenir une crazy girl, du coup du célèbre Crazy Horse, faut-il avoir une distance particulière entre les deux pointes de ses seins, enfin du téton au cas où? Bizarrement, je sais pas pourquoi ça m'étonnerait même pas. Je sais pas pourquoi ça m'étonnerait même pas. Mais j'ai envie de dire non, mais ça m'étonnerait même pas parce que je suppose qu'il faut avoir quand même poitrine dite parfaite entre guillemets, même si pour moi il n'y a pas de poitrine Exactement, il parfaite. n'y a pas de poitrine parfaite. C'est pour ça que ça m'étonnerait pas. Ok. Eh ben, c'est oui. Il faut effectivement posséder une distance particulière entre ces deux seins. Quand je dis pointe, du coup, je parlais de la distance entre ces deux tétons. Et du coup, elle est égale à 21 cm. Mais écoutez, il y a aussi un autre truc qui était assez fun, c'est qu'il y a une distance particulière entre le nombril et le pubis. Et celle-ci, elle est particulièrement précise, c'est 13 cm. Mais c'est incroyable. Mais bon, pour participer, il faut aussi envoyer ses photos et requérir d'autres tailles comme ça. Donc, je vais pas toutes vous les faire, mais c'est assez cocasse. Waouh. Et dernière question, là on part sur du gros lourd. On parlait de réduction mammaire, je vais parler de ce qu'on appelle la mastectomie et l'ablation de la glande mammaire, donc c'est-à-dire se faire retirer les seins ou le sein, hein, ça dépend. Est-ce que donc une mastectomie peut prévenir d'un cancer du sein? Est-ce que donc le retirer potentiellement avant, je parle avant qu'il y ait le cancer, ça peut prévenir d'un cancer? J'ai l'impression que t'es piégée à chaque question. Ouais, non mais c'est surtout la tournure de la phrase, là j'étais en mode je sais qu'il y a énormément de femmes qui sont vers la mastectomie, oui en effet. Donc, À savoir que pour cette opération, on peut, oui ou non, garder le mamelon, c'est-à-dire ce qui compose le téton et l'autour, l'auréole. Ouais, qui se le font retirer si par exemple elles ont des cas déjà de cancer de sein dans la famille. Exactement. Donc je sais que ouais, ça prévient en tout cas. Et ben cancer du c'est sein. un oui. Effectivement, ça prévient dans une très très grande majeure partie des cas, puisque en fait retirer avant la formation de grosseur cancéreuse, et ben c'est une très bonne solution pour éviter d'avoir un cancer du sein. À savoir qu'il existe cependant quelques cas où malheureusement ça ne fonctionne pas, mais quand même ça reste un très bon moyen. Voilà la dose de culture plus ou moins douteuse d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est aussi le cas quand on fait réduire les seins. Parce que moins on a de tissu, plus on a de chances de pas en avoir. D'accord. Je me souviens que mon chirurgien m'avait Il te l'avait dit. Ouais. Ah, c'est super intéressant parce que je pensais même pas que retirer un peu de tissu, ça allait... Oui, voilà, parce que la différence entre une réduction et une ablation, c'est qu'une réduction, on enlève une certaine partie des tissus et de la glande, C'est ça. tandis que l'ablation, on retire l'entièreté. Donc on vide en fait le sein de la enfin de ce qui est à l'intérieur, quoi. Et pour ceux qui veulent savoir à quoi ça ressemble, pas l'opération, mais au musée de Brighton, donc en Angleterre, il y a un étage qui est donc réservé à la communauté LGBT et il y a un espèce de gros bocal avec du formol avec l'entièreté d'une glande. Wow. Et c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que je suis restée figée au moins 5 bonnes minutes, non je pense beaucoup plus devant ce bocal parce que il n'y a pas énormément de mots pour décrire la forme, la texture que ça projette. En fait c'est fascinant. Ça fait quand même hyper peur, je tiens à le préciser, genre c'est pas une image forcément, c'est pas un petit chat mignon, mais c'est vraiment, je dirais à la fois c'est beau, émouvant et à la fois je sais quand même que ça découle d'une opération de quelqu'un qui souhaitait soit esthétiquement, soit pour des raisons médicales, ne pas garder ça dans son corps. Et donc la petite question de la fin quand même pour faire une petite conclusion sur tout ce qu'on vient d'échanger, c'est quel est ton rapport aujourd'hui à tes nénés? Mon rapport aujourd'hui avec mes nénés, je les kiffe. Yay, ça qu'on veut entendre. Je les kiffe et je me sens mieux déjà, je n'ai plus mal au dos. Super. Ou en tout cas, les seules fois où j'ai mal au dos, c'est juste que j'ai mal au dos. Ouais. Mais je n'ai plus mal au dos et vraiment, c'est l'une des premières choses que j'ai remarqué. Mais vraiment, au bout d'un mois, quoi, j'avais l'impression d'avoir des ailes. C'est incroyable. Hein. Mais en fait, J'aime bien l'image. littéralement libérée d'un poids. Oui, de deux poids. de 2 poids. Et non, je suis contente. Je peux tout faire en fait maintenant avec mes seins. Enfin, plus facilement en tout cas. Donc c'est incroyable, une sensation incroyable. Tu te sens libre. Ouais. C'est fou ça quand même. Du coup, moi aujourd'hui, je suis super heureuse d'avoir pu vous faire partager l'expérience d'Anne-Sophie et surtout parce qu'elle s'est vraiment ouverte à nous. T'avais un conseil à partager aux personnes qui potentiellement vont écouter ce podcast, ce serait quoi? À vrai dire, ça peut être un conseil dans la vie ou bien une citation, ça peut être ce que tu veux, mais ce sont tes derniers mots. Ce sont mes derniers mots. Non, mais je rigole. Jean-Pierre. Non, exactement. J'en ai plusieurs. Déjà par rapport à ton avis, donc renseignez-vous un maximum, vraiment. Pour toutes les personnes qui ont des
des grosses poitrines et qui souhaitent pas forcément sauter le pas parce qu'elles n'en sentent pas l'envie. Je connais une marque française de soutien-gorge incroyable. C'est quoi, dis-nous tout. C'est Sorbet Coco. Donc elles ont une page Insta, Twitter aussi. Et en fait, elles font des soutiens-gorge adaptés pour plein de morphologies de seins. Et je trouve ça vraiment super parce que je pense qu'à mon époque, si cette marque-là avait existé en France, bah déjà, j'aurais eu du bon maintien, quoi. Donc ça, c'est cool. Désolée de te couper, mais du coup, ça me fait penser à autre chose. C'est une personne que je suis sur les réseaux et notamment aussi son podcast, qui s'appelle Louise, qui tient le podcast In Power et qui, en gros, c'est une jeune femme étudiante à Sciences Po qui va lancer sa marque de lingerie, mais pas n'importe quelle marque de lingerie. Déjà, le nom est vachement cool, ça s'appelle je ne sais quoi. Et en plus de ça, c'est une marque du coup qui s'attellera à trouver les bonnes formes au vrai corps. C'est-à-dire, comme on l'a souligné, on n'a pas toutes les mêmes seins. On a des seins parfois un plus gros, un plus petit, etc. Et surtout, on veut du confort dans nos sous-vêtements et c'est ça qui manque franchement. Et du coup, cette personne hyper talentueuse a décidé de lancer une marque qui serait éco-responsable et aussi sans couture, du moins le moins de couture possible et donc le plus de confort possible. Voilà, ça n'existe pas encore, ça arrive. Donc Sorbet Coco pour l'instant, focus. Et du coup, donc ça c'est le deuxième point. Sinon, en ce moment, moi je me suis remise à la lecture, Mon grand amour. Oh, trop chou. Ouais. Non, j'adorais ça quand j'étais au collège et au lycée et après, je ne sais pas. Donc du coup là, je me reconnecte avec la lecture et en ce moment, je lis un livre de Zadie Smith, une autre anglaise, qui s'appelle Swing Time. Donc il est sorti il y a un moment déjà, il me semble. Mais bon, comme je me remets à la lecture... Oui, de toute façon, il n'y a pas de moment pour lire les bouquins. C'est ça. Du coup, bah super, merci beaucoup. Et on espère que ce petit échange vous a plu. Et en tout cas, on vous retrouve très prochainement. Enfin, du moins, moi, je vous retrouverai très prochainement. Merci Anne-Sophie. Merci.